Bonsoir les amis. Alors avant toute chose, je vous souhaite une bonne année 2020 et toutes les bonnes choses qui vont avec. Ensuite, j'aimerais dédier cette vidéo à deux entités différentes. La première, c'est mes élèves de 3e du collège Averroès, parce que quelque part, ils m'ont donné envie d'écrire ce nouveau livre consacré à Romain Gary, et puis à une partie particulière de Romain Gary, le fameux Émile Ajar. Et la deuxième source de dédicace, ce sera Madame Malandin, qui fut ma prof de français au collège. Et c'est par son intermédiaire que j'ai découvert cet écrivain très particulier, cet écrivain qui est devenu mon écrivain préféré, c'est justement Romain Gary. Alors, cette vidéo, je la tourne à l'occasion de la sortie de mon nouvel ouvrage, publié aux éditions Ex Aequo, De Gary à Ajar, le voyage de Romain. Alors j'avais déjà écrit un bouquin sur Romain Gary, c'était il y a quelque temps, aux éditions France Empire, mais c'était un bouquin sur Romain Gary en général. Alors bien entendu, je parlais d'Émile Ajar, mais je ne faisais qu'effleurer le sujet. Dans ce premier livre, Émile Ajar était juste le énième avatar du long parcours de Romain Gary. Dans ce nouveau bouquin, De Gary à Ajar, le voyage de Romain, je reviens un petit peu plus longuement sur le phénomène Ajar. Parce que, Ajar, je suis toujours frappé de constater qu'il est souvent limité à sa plus simple expression, et on en fait toujours une sorte de facétie littéraire qui a permis à Gary d'obtenir pour la deuxième fois le prix Goncourt. C'est un raccourci qui devient à la limite dangereux parce que c'est un raccourci qui occulte totalement le tour de force littéraire, le tour de force existentiel d'une certaine manière qu'a représenté Émile Ajar. Ajar, si vous voulez, c'est l'apothéose de Romain Gary, c'est son apothéose en tant qu'écrivain. Vous vous rendez compte, le bonhomme, il arrive tout doucement à la soixantaine. La soixantaine dans les années 70, ça n'a rien à voir avec la soixantaine de nos années 2000. Et malgré cet âge, Gary montre une jeunesse d'esprit, une rage, un appétit de créer, un appétit d'écrire. Et tout ça, il le cristallise, et ça va devenir les formidables romans d'Émile Ajar, Gros câlin, La vie devant soi, Pseudo. C'est quelque chose de flamboyant, avec une réappropriation de la langue, avec une réappropriation de la syntaxe, avec même le développement d'expressions qui ne sont propres qu'à Ajar. On dynamite les codes, et c'est vraiment quelque chose de sensationnel. Et en enquêtant, en revenant à la source de ces textes, j'ai un petit peu mieux senti l'appétit que devait avoir Gary dans son bureau, rue du Bac, quand il mettait tout ça sur le papier. Et ça devait être un régal fabuleux, et il retournait à ce sentiment de plénitude que l'on ressent quand on se fait plaisir, quand un créateur se fait plaisir en créant son œuvre. Quel que soit le niveau, on a
une vision grand public. On aime bien imaginer les artistes souffrant sur leur métier. On imagine le sculpteur suant sur son bloc de marbre. On imagine le peintre jamais content sur sa toile. On pense à Léonard de Vinci qui va passer toute sa vie à polir la Joconde, parce qu'il n'est jamais content du rendu, parce qu'il n'est jamais content de la position des mains, parce que le sourire, c'est jamais vraiment ce qu'il veut. Donc il y a cette exigence qui fait souffrir peut-être, mais qui les fait aussi saliver, qui les fait aussi jubiler le soir quand ils ont réussi un paragraphe, quand ils ont réussi à modeler le marbre, quand ils ont réussi à trouver la couleur, la nuance juste pour reproduire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont perçu dans leur imaginaire. Donc c'est tout ça que j'ai voulu partager dans ce livre de Gary à Ajar, le voyage de Romain. C'est cet enthousiasme. Alors un enthousiasme quand même paradoxal, parce que dans le livre, vous allez vous rendre compte que très vite, une fois que le livre est écrit, Gary veut encore aller plus loin. Il crée l'écrivain en train d'écrire son livre. Et Émile Ajar cesse d'être une fiction de l'esprit. Émile Ajar devient, en même temps qu'il accouche d'une œuvre, il devient un être personnage à part entière. Et ça, je pense que Gary, au moment où il se dépasse, au moment où il se défonce au travail, au sens figuré du terme, Gary était contre les substances, les psychotropes et toutes ces choses-là. Bon, fin de la parenthèse. Il n'avait pas perçu toutes les conséquences de ça. Dans mon livre, vous allez vous rendre compte que les personnages de Gary sont tous des êtres qui luttent pour revendiquer leur part de liberté. Ajar est un personnage de Gary. Donc Ajar, quelque part, il revendique sa part de liberté. Il se bat pour sa liberté. Et comme tous les personnages de Gary, Ajar va donc revendiquer sa liberté, il va revendiquer sa part d'action en tant qu'individu libre. Et là, on aboutit à l'extrême à ce paradoxe d'un écrivain militant à travers ses livres pour la liberté, pour un certain humanisme. Et là, il se trouve quelque part en opposition avec son personnage. Émile Ajar, quelque part, en revendiquant sa liberté, il veut confisquer à Gary son rôle de marionnettiste. Donc c'est ce paradoxe-là aussi que j'avais fait que pressentir dans mon précédent ouvrage. Là, ici, je vous l'explique calmement, mais avec toute la fièvre, en essayant de vous faire sentir toute la fièvre qu'il y a eu dans le bureau de Gary, après, quand le premier livre d'Émile Ajar est publié, que même chez l'éditeur, personne n'est au courant. Et ce livre va obtenir un succès fou en 1974. Gros câlin est le best-seller #1. Il écrase tout sur son passage. Et quand le public, quand les critiques, quand les journalistes se rendent compte qu'on se heurte à un fantôme, personne ne sait qui est Ajar, personne ne l'a vu. Et finalement, est-ce que c'est pas ce mystère qui va prendre le pas sur la beauté de la création? Donc c'est tous ces éléments mis bout à bout, étayés, mûris, que je vous livre dans ce nouvel opus.
Bon, vous pouvez pas le louper parce que l'éditeur a jugé bon de m'accorder un petit plaisir avec cette couverture. J'adore cette photo où je pose avec mon maître derrière moi, et c'est une photo que j'apprécie beaucoup. Alors, pas que je m'estime être, ou que je me suis autoproclamé héritier de Romain Gary, c'est totalement absurde, ce serait totalement prétentieux, ce serait une loufoquerie qui n'aurait aucun sens. Mais bon, Gary est une source d'inspiration, alors pas tellement au point de vue littéraire, mais bon, de toute façon, Gary, c'était un conquérant de l'absolu, et il écrivait comme il vivait, ou il vivait comme il écrivait. Tout est imbriqué, lié, ça ne fait qu'un. Et j'aime bien cette pureté, ce type qui ne peut pas créer autre chose que ce qu'il ressent, que ce qu'il croit. Il n'y a pas de chiquet chez Gary. Il y a une petite posture, parce que Gary aime bien faire le cabot aussi, mais c'est quand même quelqu'un qui cache. Et je pense que c'est ça que les gens aujourd'hui ressentent en 2020. C'est que Gary est un auteur cash. Et Gary est un... j'aime bien, je le dis aussi dans le livre, c'est un alchimiste qui transforme le plomb de la réalité en or littéraire. Mais il le fait avec une authenticité, une honnêteté, une franchise, qui fait que il est l'alchimiste qui cherche une sorte de grande œuvre, de pierre philosophale humaniste. Et toute sa vie est guidée par cette exigence, par cette quête. Et ça, j'aime bien cette pureté, cette honnêteté. Et quand il se rend compte qu'il n'est plus tout à fait capable de poursuivre cette chimère, il dit rideau et il part. Et Gary n'est pas comme ces stars, ces vedettes qui se survivent à elles-mêmes et qui deviennent quelque part des caricatures. Gary a pris soin d'éviter ça. Et bon, je me prétends pas du tout, je me compare pas à lui, mais bon, c'est peut-être parce que je suis un petit peu du métier aussi, bien humblement, mais je suis très, très touché par ça. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu spéciale, parce que là je vous livre un petit peu un angle, un tout petit angle de mon jardin secret. J'espère que ce livre, ça sera utile aux néophytes qui découvrent Gary. J'espère qu'il sera utile aux gens qui connaissent Gary mais qui n'ont pas approfondi Ajar, parce que voilà, ils ont lu des journalistes à l'époque et tout ça, et puis mais je vous garantis, Ajar est bien plus intéressant que ce que certaines critiques ont voulu faire croire. Ces mêmes critiques qui ont fermé les yeux sur les dérives de certains écrivains qui étaient très portés sur les adolescentes très 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 jeunes. Bon. Donc les critiques, faut en prendre et surtout en laisser. Bien, je n'en dis pas plus. Si vous êtes curieux, je vous invite à découvrir ce nouvel ouvrage. Un nouvel ouvrage qui, mine de rien, est une nouvelle étape sur mon parcours. Un parcours que j'ai commencé à la fin des années 90, quand je faisais mes études de sciences politiques. Et à l'époque, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans certains milieux de l'intelligentsia, Gary n'était absolument pas en odeur de sainteté. Et moi, je voulais absolument faire mon mémoire de DEA sur Romain Gary, sur le gaullisme de Gary, parce qu'il fallait bien trouver un angle Sciences Po pour attaquer l'étude de Gary. Et je me souviens qu'à l'époque, tous les mandarins m'avaient fortement
conseillé de m'intéresser à Malraux ou à ces institutions déjà installées. Gary, il ne comprenait pas. Alors ma chance, c'est d'avoir pu m'entendre avec un maître de recherche, M. Stéphane Launay, qui a eu la patience d'accepter que je me lance dans ce travail. Et bon, ça a fait un mémoire de DEA qui apparemment ne devait pas être si mauvais que ça, parce qu'il m'a valu une mention à mon diplôme. Et depuis, j'ai continué. Et ça, c'est un petit peu le point de chute de tout ce cheminement, en redécouvrant année après année les textes de Gary. Gary a ça aussi que je trouve bluffant, c'est que par exemple un bouquin comme La promesse de l'aube, c'est un livre que je relis tous les 2 ou 3 ans. Donc vous imaginez que depuis le temps, ça fait quelques relectures maintenant, et je suis toujours bluffé parce que ce livre-là, quand je le reprends, je découvre toujours un angle, un détail, une saveur que je n'avais pas vue avant. Et je me rends compte que La promesse de l'aube, on ne le lit pas de la même manière à 17 ans qu'à 25, qu'à 30, qu'à 40. Mais toujours, ce livre me frappe par son authenticité, son honnêteté. Et j'ai toujours le sentiment que, et je crois que c'est là que Gary est le plus grand, c'est que vous lisez un bouquin de Gary, vous avez l'impression que Gary vous parle à vous. Vous n'êtes pas un lecteur lambda, vous êtes le lecteur qui lit Gary. Il a du respect pour vous, donc la moindre des choses, c'est qu'on ait du respect pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a été. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse à vos lectures, à vos réflexions. Donc si ça vous intéresse, allez sur le site des éditions Ex Aequo. Ceux qui me croisent dans la vraie vie, on peut en parler, n'hésitez pas. Il y a toujours moyen, même si vous n'êtes pas d'accord, mais que vous êtes capable d'expliquer pourquoi, il y a toujours moyen de discuter. À très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker et surtout à partager. Parce que n'oubliez pas, plus on est nombreux, plus on est fort. À tantôt.